Merci d'abord à tous et tous de votre présence. Donc, j'ai le plaisir ce soir de partager mes deux derniers ouvrages, qui sont donc d'une part un récit et d'autre part un roman. Tout d'abord, je voudrais remercier Isabelle Miminowski de m'avoir invité à présenter ici ces deux livres dans le cadre des activités de l'association des Amis d'Odessa. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord me souvenir des nôtres. Je parle de la famille des miens, disparus dans les camps nazis. 5 personnes de ma famille ont subi les effets de ce délire tragique. Et parmi eux, comme je l'évoque dans mon livre, figure Dezső Hüper, né à Eperjes en Hongrie, interprète à Vienne et mort à Drancy le 14 août 1942. Il était donc le frère de mon grand-père Louis-Charles, dont je raconte la vie dans ce livre. Alors venons-en justement à Lettre à Moïse. Il s'agit, contrairement à mes autres livres, d'un récit, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'un récit? C'est un texte qui repose sur des faits avérés. Et celui-ci, donc, en l'occurrence, raconte une petite histoire entrelacée de grandes histoires. Et le livre peut paraître par endroits romanesque, parce que j'ai voulu prolonger le réel par le plausible. Pourquoi? Parce qu'un travail de recherche, même quand il est fait à peu près soigneusement, il comporte forcément des zones d'ombre. Donc j'ai dû imaginer certains décors, des vêtements, des dialogues, faute de quoi le texte aurait eu l'aridité d'une banque de données, et je pense que personne n'a envie de lire une banque de données, avec seulement des faits et des chiffres, comme on fait dans les brèves des journaux, du moins dans ceux d'autrefois. Alors pour autant, ce livre, malgré son sous-titre, n'est pas un roman au sens d'une fiction intégrale, bien entendu. L'imaginaire n'est pas ici destiné à s'évader du réel, ni à s'en détourner, mais au contraire à épauler la réalité en la rendant plausible. Alors parlons quelques instants de la forme. Je voudrais quand même, avant d'entrer dans le vif du sujet, attirer votre attention sur l'importance de l'écriture. Je pense que savoir rédiger, c'est une certaine importance dans la vie courante, mais a fortiori en littérature. Donc je me suis efforcé, avec mes moyens bien entendu, d'accorder toute son importance au style, parce que tout comme un roman, un récit doit posséder un style, et c'est bien le style qui donne son âme au texte, et sa chaleur. Donc j'espère avoir rendu dans ce livre les moments de poésie, de charme, de beauté, qui ont traversé l'existence de Louis-Charles Huper. Alors, autre aspect, j'ai toujours abordé dans mes livres, mes romans, et ce récit aussi, le thème de l'identité. Autrement dit, le fil rouge de l'exil, du déracinement, traverse tout mon travail littéraire que depuis une trentaine d'années. Alors, par dérivée, tous mes romans historiques traitent de la migration, qu'elle soit juive, asiatique, russe ou espagnole, parce que j'ai fait plusieurs livres sur des thèmes qui ne sont pas forcément des thèmes judéens. Et il fallait bien un jour que je me rapproche du berceau de la famille Huper en Hongrie. Alors, quand j'étais enfant, je rendais visite à mon grand-père, Louis-Charles Huper, mon grand-père paternel, que j'appelais Daddy. Je voudrais vous lire, si j'ai le droit, oui, bien sûr. texte, pour planter un peu le décor. Mon grand-père, il habitait un hôtel, et je me demandais pourquoi il habitait un hôtel. Alors, moi j'étais un jeune garçon à l'époque, donc une odeur de camphre imprégnait la pièce. C'était une chambrette d'arrière-cour, perchée au 7e étage derrière une double porte. Un vieillard fragile, vêtu d'une robe de chambre grenat, glissait sur des pantoufles afin de limiter l'effort des pas, et ensuite il calait l'oreiller d'un fauteuil. De ses mains saillaient des veines bleuâtres. Des cheveux lissés surmontaient des lunettes à monture d'écaille qui masquaient un regard affligé d'un léger strabisme. Un accent à la rugosité surprenante teintait son français. Le lit était défait, les objets dépareillés, un gant, un livre, une assiette. Une valise reposait sur l'armoire, joliment patinée, distincte des valises de pauvres que l'on voyait sous les verrières des gares, carcasse en carton, coin en cuir, poignée arquée par le poids. Il n'empêche, c'était la valise d'un passager en transit qui, débarquant d'un port inconnu, avant d'aller ailleurs, logeait à l'hôtel. Donc voilà, c'était
la vision que j'avais à l'époque de ce grand-père mystérieux, dont on ne savait pas grand-chose. Il était en fait américain. Il vivait modestement à Paris dans cette chambre d'hôtel rue du Colisée. Et je me suis toujours senti uni à lui par un lien mystérieux. Alors il est mort quand j'avais 15 ans. Nous l'avons inhumé sans faste au cimetière Montparnasse. Et puis nous avons, comme il est de l'habitude, la coutume, nous avons déposé un caillou sur sa tombe. Alors 3 ans plus tard, je parle un petit peu de moi, c'est un peu impudique, mais vous m'en excuserez, j'ai amorcé une recherche identitaire. D'abord en Amérique, où j'ai séjourné comme boursier, puis en Hongrie. À Mademande, donc mon père s'est rendu à Epériès, la bourgade natale de mon grand-père. Epériès était devenu... Alors Epériès était en Hongrie quand il est né, et par les coups de ciseaux du traité de Trianon, Epériès était devenue la ville de Prešov en Slovaquie. Donc l'actuelle Prešov, c'est une ville de Slovaquie, qui est d'ailleurs pas très loin de l'Ukraine. C'est dans cette ville d'Epériès devenue Prešov que nous sommes allés donc en 1964, avec des recherches qui d'ailleurs ont été assez infructueuses, parce que les archives juives étaient déjà à l'époque très abîmées, avaient été en partie détruites par les nazis, brûlées. Les recherches à l'époque ont été très difficiles. Je reviendrai sur les recherches tout à l'heure. Donc j'ai en tout cas toujours gardé ce questionnement d'adolescent. Et puis sur le tard, donc j'ai entrepris un travail de fouille grâce au progrès que permettent désormais les outils modernes de recherche. À l'instar du grand Stefan Zweig, je me suis voulu un modeste archéologue, évidemment très modeste, de la mémoire enfouie du monde d'hier. En tout cas, il vous appartiendra d'en juger si vous lisez ce livre. J'ai découvert, en tout cas, à travers ces recherches, l'existence d'un arrière-arrière-grand-père, Moïse Huppert, qui était le grand-père de mon grand-père. Voilà. Évidemment, tout ça était parfaitement inconnu dans notre famille. Alors, il ne s'agit pas du Moïse d'Égypte ou de Moïse Maïmonide, il s'agissait de Moïse Huppert, qui est un peu donc la figure tutélaire, le fondateur d'une lignée sans laquelle les miens ne porteraient pas le nom de Huppert. Parce qu'il faut savoir, je ne vais pas appesantir l'exposé par des considérations historiques, que les Juifs de Hongrie ou d'ailleurs ont commencé à prendre des noms à partir de décrets qui leur ont demandé de prendre des noms. Et donc, d'après les recherches que j'ai pu faire, le premier qui a pris ce nom de Huppert, c'est Moïse Huppert, qui probablement portait un nom autre avant, mais donc il s'est appelé Moïse Huppert. Il a eu un fils qui s'appelait Samuel Huppert. Alors, Samuel Huppert, c'était mon arrière-grand-père. Ça avait un sens, Huppert? Huppert, c'est un nom germanique, qu'on trouvait, parce que l'Empire austro-hongrois était germanophone, bien entendu. Donc il y avait des noms qu'on pouvait prendre. Je ne sais pas si ça a un véritable sens étymologique, mais en tout cas, il y avait des gens qui s'appelaient Huppert, d'ailleurs qui n'étaient pas forcément juifs, il y avait des chrétiens aussi. Et bon, c'était un nom qui a été choisi, en tout cas, parce que beaucoup de gens à ce moment-là choisissaient leur nom, déposaient leur nom, le faisaient enregistrer à l'état civil, et donc ils devenaient, avec l'état civil, comme aujourd'hui. Alors j'ai donc découvert Samuel Huppert également. Alors Samuel Huppert, c'était un distillateur, c'est un monsieur qui avait un alambic et qui parcourait les campagnes pour distiller les fruits, les prunes, pour faire de l'alcool. Donc mon grand-père était distillateur. Et puis donc j'ai découvert l'enfance de mon grand-père. Alors mon grand-père s'appelait au départ, il s'appelait Louis-Charles dans son état civil occidental, mais en réalité il s'appelait Lajos Caroline, donc c'était des prénoms hongrois. Donc il est né en Hongrie donc aux alentours de 1874, parce qu'il y a une certaine obscurité sur son état civil exact. Il a quitté la Hongrie à l'âge de 12 ans, il a migré en 1886, ça j'ai retrouvé les passages en bateau par des recherches, donc ça c'est extrêmement intéressant. Et il est arrivé à New York en compagnie de son papa et de son frère, Ignatz. Alors New York, où vivait déjà, et ça c'est le fruit des recherches qui ont été passionnantes, le frère
de Samuel, qui était donc un monsieur qui s'appelait Léopold Dupère. Et Léopold Dupère donc, était un tailleur qui avait déjà quitté la Hongrie dans les années 1875, donc avant mon grand-père. Et il était donc tailleur dans le Lower Manhattan, à New York. Et c'est là que donc, mon grand-père et son père l'ont rejoint. Alors j'ai découvert donc ce vieillard. Je ne vais pas détailler ici davantage le récit de mes origines, puisque donc ce récit va vous conduire de Hongrie en Amérique, qui joue le rôle de tumultueuse et provisoire terre d'asile pour mon grand-père, et puis ensuite en France, puisque mon grand-père va arriver en France en 1913 avec l'espoir d'une intégration réussie, qui va évidemment connaître des aléas, que je raconte évidemment dans le livre, en tout cas il va continuer sa vie à partir de 1913 en France, où mon père est né, puisqu'il est né en 1914. Et donc on rejoint à travers cette histoire les grands thèmes de la grande histoire, si vous voulez, puisqu'on retrouve ici tous les grands thèmes, la migration contrainte, l'espoir d'intégration et de réussite des Juifs qui quittent l'Europe de l'Est, la crise de 1929, les crispations, pour employer un mot soft, de la société française, le rejet antisémite et l'exode, la dissimulation forcée, la spoliation, puisque mon grand-père va être également victime gravement de spoliation à la fin de la guerre. Enfin, pendant la guerre et à la fin de la guerre. Alors, l'histoire de Louis-Charles Dupère reflète en tout cas le destin d'un certain nombre de Juifs de Hongrie, des American Jews, des Juifs de France. Alors, c'est un itinéraire que j'ai qualifié dans mon livre, vous avez vu, vous verrez le sous-titre, de contourner. Alors, j'ai délibérément choisi cet adjectif pour éviter des stéréotypes tels que tourmenté ou errant, qu'on applique souvent à la migration juive. Et dans mon esprit, le terme contourné évoque l'idée d'une part de la recherche et d'autre part de l'hésitation. En tout cas, il souligne une dimension géographique, car la vie de mon grand-père s'est développée, s'est déroulée dans plusieurs pays. Ce qui est certain, c'est que mon grand-père, Louis-Charles Dupère, une fois qu'il a été installé en France, il a eu l'amour de la France. Et je le raconte dans le livre. Il l'a montré dès son arrivée ici, puisque j'ai retrouvé par mes recherches donc, le fait qu'il est, dès la guerre de 14, avant que les Américains entrent en guerre, il est ambulancier volontaire par une organisation qui s'appelle la section Norton-Argès, et il va donc conduire des ambulances. Il a à l'époque une quarantaine d'années, sur les champs de bataille pour aller chercher des blessés et les ramener dans des hôpitaux parisiens. Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit donc ce monsieur qui débarque des États-Unis, qui ne connaît pas la France, qui parle d'ailleurs très mal le français. Et ça, je peux en attester, puisque étant petit, je me souviens qu'il parlait le français avec un très très fort anglo-hongrois. C'était un français pas si fluide que ça. Et ce que j'ai retrouvé également, c'est qu'il a été fait chevalier de la Légion d'honneur dans les années 1930, et dans les attendus du dossier, parce que les dossiers en général sont assez documentés, on retrouve trace de ce parcours d'ambulancier pendant la guerre de 1914. Pourquoi je raconte ça? C'est pour vous montrer que ces migrants juifs qui arrivaient, ils développaient assez rapidement un grand attachement à la France. Je crois que c'était tout à fait son cas. Donc, ensuite, je voudrais parler du fait que j'ai voulu, en écrivant ce livre, sortir mon grand-père du silence, parce qu'il faut bien dire que sa vie était entourée d'un grand silence, d'un non-dit, pour parler comme les psychanalystes. Et ce non-dit, je dois dire qu'il m'a beaucoup taraudé, pour ne pas dire qu'il m'a miné. Parce qu'il était de coutume, dans certains milieux, de ne pas trop parler de ces choses-là. Peut-être parce que nos parents avaient peur d'ouvrir une boîte de Pandore, qu'ils refermeraient aussitôt, ou peut-être parce qu'ils se souvenaient des temps de la peur et de la contrainte.
qui a pesé évidemment beaucoup sur ma famille, et peut-être parce que ce passé-là, celui des arrestations et des adieux définitifs, leur faisait mal à raconter, et même à évoquer de façon subliminale. Alors de quoi on parlait? On parlait d'autre chose. On parlait toujours d'autre chose. Et quand le silence du non-dit vient brouiller les repères, il est évident que le sujet devient brûlant. Heureusement, il y a aussi un bon silence. Celui-là, il calme, et il apaise et il rasséréne. En ce qui me concerne, il m'a libéré seulement après qu'on a pu dire les choses et qu'on a pu les nommer. Et donc je dirais que l'écriture procède un peu de ce bon silence-là, parce qu'elle laisse une trace, elle produit du pérenne, sinon du muable. Et donc je considère que ce livre m'a permis d'aboutir, au-delà des mots, à un certain apaisement. Alors, par ailleurs, ce que je tiens à dire, c'est qu'il ne s'agit pas de faire mémoire, il ne s'agit pas ici, en faisant mémoire, de se prosterner devant le passé, ou à célébrer je ne sais quel culte obsessionnel du souvenir. Ce que je considère au contraire, c'est que la mémoire agit comme un outil puissant, et qu'en l'exerçant, on irrigue le présent par l'exemple de nos prédécesseurs, on évite que les mêmes projets de l'autre ne produisent dans l'avenir les mêmes effets pervers, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'actualité est là pour nous le rappeler. Alors, au fond, si j'ai décidé de raconter la vie de mon grand-père, c'est moins pour évoquer un passé révolu que pour mieux comprendre le présent et préparer, si possible, l'avenir, non seulement celui des miens, mais aussi notre avenir à tous, y inclut les enfants de migrants, d'exclus et d'ostracisés. Alors, bien sûr, je mesure les lacunes que peut porter un tel travail. D'abord, les archives juives ne sont pas sans déficience, je l'ai dit tout à l'heure à propos de la Slovaquie. Elles ont subi les profanations de l'histoire. Et puis ensuite, les témoignages se font rares à mesure des disparitions, notamment au sein des familles. Et puis, il y a aussi le fait que certaines mémoires se brouillent, et que le roman familial est en général très incomplet quand il ne relève pas tout simplement de la fabulation. En tout cas, quoi qu'il en soit du roman familial et de la réalité, j'ai voulu, en ce qui me concerne, répondre à deux objectifs: tenter d'établir les faits au-delà des zones d'ombre et aborder plusieurs questions importantes au passage. Comment les migrants, celui ou celle qui quitte son pays pour un autre, peut-il triompher de la fatalité? Comment peut-il passer de la contrainte à la liberté? Et comment peut-il, au-delà de la souffrance, entrevoir le bonheur? Donc, à ces trois questions, j'essaie de répondre à travers l'exemple et l'histoire de mon grand-père. Alors, je dois dire que, parce qu'on parle de lettravoïsme, puis après je parlerai du jazz, lettravoïsme, pour moi, marque un aboutissement de mes livres précédents, parce que j'ai fait plusieurs romans historiques. Quand je dis aboutissement, je ne parle pas ici de succès, de réussite ou de perfection, bien entendu, mais je parle d'espérance, je parle de consolation, et je parle d'apaisement. Alors, dans ce récit intime, j'ai voulu laisser parler mon esprit, mon cœur, remonter vers mes racines, vers les racines des mers. J'ai aussi découvert un terreau spécifique qui nous constitue. Alors, cependant, affirmer son identité ne revient pas à faire chambre à part, à se replier sur soi. Il s'agit au contraire de s'interroger sur l'autre que soi. Au fond, la règle pourrait être ici bien se connaître pour mieux s'ouvrir, identité et relation formant un vieux couple avec pas mal de disputes et beaucoup de tendresse. Et j'essaye évidemment de savoir qui je suis, d'où je viens, et à partir de ce socle, de m'ouvrir aux autres, à tous les autres, sans distinction et sans limite. Voici donc le livre d'une vie. J'ai voulu donc rendre hommage à ce grand-père de Hongrie, d'Amérique et de France. J'ai voulu
je crois, lui redonner sa dignité, qui a été trop souvent bafouée, non pas pour porter je ne sais quel étendard, ou pour faire étalage de quoi que ce soit, mais dire les choses simplement, sans faire ronfler les mots. Il s'agit simplement, dans ce travail, de donner à chacun la place à laquelle il a le droit. Chacun a le droit de raconter son destin, et chaque personne vivant sur le sol de France a le devoir de contribuer à l'histoire de France. Et donc je terminerai ce premier petit exposé par une ou deux questions simples, mais d'une portée générale, adressées à chacun d'entre nous. Quelle ascendance abritons-nous dans notre cœur et que comptons-nous faire pour témoigner après elle? Voilà ce que je voulais dire sur le premier livre. Et puis après, on peut dire évidemment quelques mots du livre suivant. Alors, le deuxième livre que je présente ce soir, c'est celui qui est paru cette année. Donc, c'est un livre qui concerne le jazz. Ça s'appelle donc un trio vraiment très swing. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit de l'histoire d'un trio. Alors là, il s'agit d'un roman. Donc, je précise qu'il ne s'agit pas de quelques récits qui seraient basés sur tel ou tel personnage. C'est véritablement un roman. Et autre chose que je voudrais dire, c'est que je ne me présente pas devant vous ce soir comme un historien du jazz à travers ce livre, mais simplement comme un écrivain qui écrit sur le jazz, comme j'ai pu écrire sur l'Espagne, sur la Chine, ou encore sur le compositeur juif Alexandre Tanzmann, auquel j'ai consacré un livre il y a quelques années. Mais sans être un historien du jazz, j'ai quand même envie de dire que depuis que je suis assez jeune, j'ai noué un lien assez ancien, assez intime avec le jazz. Le jazz, je l'ai découvert à l'âge de 16 ans. Il y avait des gamins autour de moi, de mon âge, qui formaient déjà des petits trios ou des quatuors et qui essayaient de faire du jazz, maladroitement. Et moi, je les accompagnais tout aussi maladroitement au piano, puisque j'étudiais par ailleurs la musique classique. Donc, ça a déjà, à l'époque, habité un petit peu ma jeunesse, cette affaire-là. Et puis, j'ai été assez vite fasciné par ces grands artistes de jazz, inventeurs d'une musique inédite, plus exactement inouïe, autrement dit, d'un art génial. Alors, cette fascination pour le jazz, évidemment, elle a commencé, en ce qui concerne la France, avant la Seconde Guerre mondiale, donc moi j'étais pas né, mais il y avait déjà un apport très important du jazz traditionnel dans le paysage culturel français, jazz traditionnel, autrement dit ce qu'on appelle à l'époque le Dixieland. Et il y a eu dès avant la guerre, et encore plus après la guerre, de nombreux jazzmen ou jazzwomen américains qui sont venus en France, qui étaient souvent d'ailleurs des Noirs, pour s'y sentir en France plus libre. Et en France, ils ont toujours été, avant la guerre et après la guerre, très chaleureusement accueillis, il faut le dire, notamment dans les caves, les clubs Saint-Germain-des-Prés ou de Montparnasse. Alors, un exemple fameux, c'est celui de Mez Mesro, donc, qui est un clarinettiste, un musicien juif américain, qui était un ami proche d'un personnage assez emblématique de l'époque, qui s'appelait Hugues Panassier. Hugues Panassier qui a été un des grands promoteurs du jazz traditionnel en France avant la guerre. Et Hugues Panassier, dont j'ai entendu parler quand j'étais en classe de mathématiques au lycée de Saint-Cloud, puisque nous avons la chance d'avoir une dirigeante de lycée ce soir avec nous, le censeur de notre lycée à l'époque, qui s'appelait Monsieur Poux, interrompait ses démonstrations mathématiques au tableau pour nous parler de jazz. Alors, je vous avouerai que ce n'était pas entièrement banal. Alors, il écrivait des équations assez complexes, et puis à un moment donné, il s'arrêtait, et puis il nous parlait du Panassier et du jazz qu'il avait connu étant jeune, parce qu'étant jeune, il avait joué de la clarinette à Saint-Germain-des-Prés. Il n'était pas originaire du tout de Paris, il venait de Rodez. Il parlait d'ailleurs avec l'accent de Rodez, mais il avait été fasciné par le jazz avant la guerre, et il nous parlait très souvent de jazz. Alors, évidemment, ça m'a beaucoup marqué en tant que jeune homme, et ça m'a donné ensuite envie de creuser. Et je dois beaucoup à ce professeur de mathématiques de mon lycée. Je voudrais aussi dire un mot de Claude Debussy, parce que ce livre, il est placé sous l'ombre tutélaire
j'aime bien en général placer mes livres historiques sous l'ombre tutélaire d'un personnage qui évidemment me dépasse, sinon ça s'appelle l'ombre tutélaire. Et en l'occurrence, il s'agit de Claude Debussy. Alors Debussy, il n'a jamais voyagé beaucoup hors de France. C'était un compositeur radicalement génial, mais il ne voyageait pas beaucoup, il n'aimait pas beaucoup les voyages. C'est ce qui l'a jamais empêché d'utiliser de manière absolument admirable les influences des musiques asiatiques, puisqu'il avait entendu parler de musique asiatique à l'exposition universelle de 1889. Il a également été très influencé par la musique espagnole, et à un moment donné, il est très influencé, ou il admire beaucoup les rythmes américains, du jazz américain naissant à l'époque. Bon, c'est un jazz encore, je le dis sans connotation péjorative, mais un jazz naissant, un jazz primitif, qui est le ragtime, n'est-ce pas, qui est déjà en lui-même très génial, et Debussy, qui était très à l'affût de ce qui se passait, quand même, donc ça va être très influencé, et il va importer les rythmes, certains rythmes de jazz dans ses œuvres, notamment dans Children's Corner, et puis il va également inventer des harmonies absolument prodigieuses qui vont être ensuite réutilisées, des accords augmentés, enfin je ne veux pas faire de technique ici, mais des harmonies tout à fait novatrices et audacieuses qu'on va retrouver après dans la musique de jazz des années 30, 40, avec des pianistes de jazz comme Thelonious Monk, Bill Evans, enfin, pour citer les plus proches de nous. Donc je voudrais évidemment saluer ici Debussy, parce que l'histoire que je raconte tourne beaucoup autour de l'hommage que mes personnages veulent rendre à Debussy. Il y a une deuxième dimension également dans ce livre, c'est l'apport d'un apport qui est mal connu, méconnu, qui est un apport plus tardif, mais également très riche. C'est l'apport du monde juif, justement, au jazz. Il y a donc de nombreux... alors j'ai fait quelques recherches, sans être un savant dans le domaine. On voit qu'il y a de nombreux musiciens juifs qui sont issus, bien entendu, de l'immigration, et qui se tournent vers le jazz. Donc, et qui se tournent vers le jazz assez tôt. Dès les années 20-25, on voit apparaître des personnages juifs extrêmement géniaux qui vont, venant d'Europe de l'Est, opérer une sorte comment dirais-je, de fusion, en tout cas de convergence avec le jazz des Noirs qui viennent du Sud. Alors tout ça, ça se passe grosso modo à Chicago et à New York. Vous avez d'un côté les Noirs du Sud qui montent, et puis vous avez les Juifs d'Europe de l'Est qui arrivent d'Europe de l'Est. Et on a à ce moment-là quelques grands personnages, je ne vais pas les citer tous, les Américains les appellent les Jazz Jews. Et ces Jazz Jews, donc un des plus connus, c'est Benny Goodman, qui est donc un très grand clarinettiste. Bon, je ne vais pas vous donner les CV, mais son père était tailleur venant d'Europe de l'Est. Vous avez un autre grand clarinettiste juif qui s'appelait Artie Shaw, qui s'appelait originellement Artie Jacob Archavsky, donc qui était né à New York d'une maman qui s'appelait Sarah et d'un papa qui s'appelait Archavsky Harold, qui était couturier. Donc lui était de Russie et la maman était d'Autriche. Donc ce migrant juif va apprendre la clarinette et va devenir un merveilleux clarinettiste de jazz. Si vous allez sur YouTube, vous pourrez écouter des extraits et vous verrez qu'il jouait de la clarinette avec un velouté absolument sensationnel. Donc voilà, c'était pas n'importe qui, c'était des grands personnages. Alors, il y en a un autre aussi qui est assez célèbre, qui s'appelle Willie the Lion Smith. Donc c'est un juif dont le papa était électricien à New York. Il parlait yiddish et l'hébreu, il avait fait sa bar mitzvah, donc il était dans les clous. Et il avait de surcroît été combattant pendant la guerre de 14, et on l'appelait The Lion parce qu'il était un soldat très courageux. Et donc ce Willie the Lion Smith, c'était un pianiste, donc,
assez remarquable. Là aussi, on a encore quelques enregistrements de mauvaise qualité, mais qui attestent du fait qu'il était remarquable. Puis, plus proche de nous, alors vous avez des personnages comme Stan Getz, donc, qui était un saxophoniste, mais évidemment beaucoup plus proche de nous. On pourrait en citer d'autres. Il y a donc un vibraphoniste qui s'appelle Teddy Charles, un flûtiste qui s'appelle Herbie Mann, un saxophoniste qui s'appelle Lee Konitz, qui est très connu. Et puis il y a également un fameux compositeur juif qui s'appelle John Zorn, qui était un compositeur de jazz, qui a notamment écrit une pièce célèbre qui s'appelle Kristall Nacht, évidemment pour rendre hommage à ce qui s'était passé dans le passé. Donc, le livre, évidemment, j'ai essayé de planter le décor, donc il y a à la fois l'influence de Debussy, la rencontre entre le jazz du Sud et le jazz juif, et j'ai créé autour de ce contexte, de ce décor, dans ce décor, trois personnages. Donc il y a un personnage qui vient d'Asie, qui est une pianiste, qui est formée à l'école de Debussy, et qui va migrer progressivement vers le jazz. Donc je raconte un peu cette mutation culturelle de la musique classique vers le jazz, qui est plausible, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont cheminé de la musique classique vers le jazz. Il y a un deuxième personnage qui est donc originaire du sud des États-Unis, qui vient d'un milieu très pauvre. Donc lui, c'est typiquement un self-made man qui va apprendre la musique en entendant les gospels dans les églises, et puis ensuite il va entendre du blues, et puis il va essayer et il va devenir un pianiste également assez raffiné. Et puis le troisième, c'est un personnage juif, je pense qu'il est pour incarner ce courant juif, et qui est donc que j'ai créé, mais donc qui est originaire d'une famille d'Autriche et qui vit à Chicago. Voilà. Donc j'ai créé ces personnages, mais je précise, il ne faut pas chercher midi à 14h, ce sont des créations. Voilà, je ne vais pas chercher à les raccorder à qui que ce soit. Ce sont simplement trois êtres humains qui sont en quête de leur destin et qui, au fond, utilisent la musique de jazz comme un outil pour conquérir leur identité et leur liberté. Je crois d'ailleurs que pour eux, le jazz n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour se développer personnellement. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que mes romans traitent généralement de la quête des origines. On le voit avec ces deux livres, mais c'est vrai également pour d'autres livres. J'aime beaucoup les personnages nomades. Je ne sais pas si c'est l'atavisme, mais en tout cas, j'aime bien les personnages qui se déplacent beaucoup, qui ne se sentent jamais en paix et qui ne se reposent jamais. Voilà. Donc, ce sont des personnages inquiets, au sens littéral du terme. Ils essayent de comprendre d'où ils viennent, et la musique est là non pas pour les consoler, mais pour les aider à avancer et à devenir ce qu'ils portent en eux. Alors, moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire il y a 30 ou 35 ans ou 40 ans. C'est aussi parce que j'avais envie de découvrir un peu ce que je portais en moi. Donc j'ai fait ces romans, puis plus tardivement ce récit. Mais je dois quand même dire que le fait d'écrire, ça n'est pas du tout se déconnecter de la réalité. Je me suis beaucoup servi d'expériences personnelles pour nourrir mes livres. J'ai par exemple beaucoup nourri mon personnage du sud des États-Unis d'un séjour que j'ai moi-même effectué en Alabama comme boursier après mon bac. Et donc j'ai été extrêmement marqué par cette époque, puisque j'ai passé un an dans une école américaine entièrement ségrégée, où il n'y avait que des blancs. Donc les blancs et les noirs, je dis voilà, je simplifie, mais en tout cas vivaient à part. Ils fréquentaient des écoles, des églises, des restaurants et des stades séparés. Et moi, j'ai eu le souvenir, parce que j'avais à l'époque 17 ans, de traverser des villes où j'entendais des gens qui chantaient des psaumes dans les églises. Et ils sortaient de ces églises tout endimanchés, avec des jolis costumes.
Dans ma famille américaine, qui était d'une famille blanche, on écoutait des disques de Louis Armstrong et de Benny Goodman, donc ça m'avait déjà à l'époque beaucoup marqué. Il faut dire quand même que les Américains blancs, même s'ils avaient évidemment des problèmes de ségrégation, admiraient quand même assez le jazz, tout en sans le pratiquer. Enfin, ils l'écoutaient. Eux, ils préféraient écouter de la country ou pratiquer la square dance. Mais enfin, il y avait quand même une certaine attirance. Ce que je veux dire, et également, plus tard, je me suis beaucoup servi de mes voyages pour nourrir d'autres personnages, que ce soit en Asie ou en Afrique, pour évoquer donc pour nourrir d'autres personnages. Ce que je peux dire simplement, c'est que pour moi, l'écriture de ces livres a beaucoup utilisé le fait que j'ai voyagé. Je pense d'ailleurs qu'il faut avoir un certain vécu pour écrire ce genre de livre. J'ai en tête la remarque, j'ai lu un jour un livre d'Isaac Bashevis Singer. Il parlait un jour de Graham Greene. Alors, avec un certain humour, Graham Greene, c'est un excellent écrivain, aucun problème, il est excellent. Mais il ne pourra jamais écrire un livre qui pourrait décrire la vie dans un shtetl, parce qu'il n'a jamais vécu dans un shtetl, ni vécu dans une petite communauté juive traditionnelle. Et ce qui veut dire par là, c'est que malgré tout, pour faire de la fiction, il faut avoir un peu d'épaisseur de vie. C'est extrêmement difficile de créer in abstracto. Et moi, en tout cas, j'ai essayé de nourrir ces différents personnages de ma propre existence, de mes voyages, avec des décors qui me sont familiers, que ce soit en Chine, puisque j'ai écrit des livres qui se passent en Chine, dans le sud des États-Unis et en France. Donc, j'en ai fini avec la présentation de ces deux livres. Il me reste à publier un jour peut-être un livre où j'apparaîtrai moi-même sans me dissimuler derrière mon grand-père ou derrière des personnages de romans. Croyez-moi, c'est assez difficile. Je travaille dessus, mais j'y travaille dur en ce moment, en tout cas. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis prêt à répondre à vos questions.